Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Lotus Exige S2 de 2005. Donc les amis, aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir un de mes abonnés qui s'est déplacé jusqu'ici pour me prêter ce petit bolide. Donc c'est une Lotus Exige S2 dans la finition la plus basse de l'époque avec le moteur de chez Toyota. C'est le moteur qui était aussi présent dans les Toyota Celica les plus puissantes. Donc c'est un moteur 4 cylindres en ligne qui développe de mémoire 192. Là il y a eu pas mal de préparation, donc il faut tabler sur environ 200 chevaux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va bien sûr voir toutes les particularités de cette voiture, aussi bien extérieure que intérieure, mais vous allez voir surtout que c'est une voiture qui a été extrêmement préparée et modifiée par son propriétaire, parce que lui en fait, il utilise cette voiture essentiellement pour tourner au Nürburgring. Donc on va commencer par détailler un peu les particularités esthétiques de cette Exige S2. Donc déjà, sachez clairement que la Exige, c'était une version encore plus sport de la Elise, qui était, on va dire, une version un peu plus road friendly. Là on est vraiment sur une machine qui est destinée à ceux qui cherchent à avoir des performances sur circuit. Globalement on est sur une machine très similaire sur tout ce qui est aspect châssis, mais là vous avez une aérodynamique et un style qui est différent par rapport à la Elise. On retrouve ce look vraiment différent par rapport à la première génération, avec tout ce qui est on va dire face avant, qui est bien plus moderne et de mon point de vue bien plus joli, avec ces feux qui ne sont que des feux à ampoule. C'est une machine qui a quand même une quinzaine d'années, mais le look ne fait pas vieillot du tout. Même à l'heure actuelle, si on sortait la voiture comme ça, eh ben, ça passerait sans aucune difficulté. Après, je vous laisse bien sûr juge de l'esthétique, ce n'est que mon avis personnel. La voiture, comme je vous l'ai dit, celle-ci, elle a été modifiée par son propriétaire afin d'être encore plus compétitive sur circuit, essentiellement sur le Nürburgring et aussi sur le circuit du Mans. C'est les deux circuits qu'il affectionne. Donc là, on a des différences par rapport à une S2 de base. La différence peut-être la plus visible, ce sont les jantes qui viennent en fait d'une version Cup. C'était des jantes donc allégées qui étaient destinées vraiment à ces modèles-là pour la piste. Donc là, ce sont vraiment pile les bonnes tailles, les bonnes références, avec vous voyez des pneus qui ne sont pas vraiment adaptés pour la route. Là on est sur des semi-slick. Sur les autres différences essentiellement esthétiques qui ont été rajoutées, on a ici une petite lame à l'avant en carbone et vous avez également les prises d'air sur les côtés. Donc ce ne sont pas des prises d'air factices, elles sont réellement fonctionnelles. Il y en a une de l'autre côté qui alimente directement le moteur en air, et celle-ci ça ramène un petit peu d'air dans la baie moteur afin de le refroidir. Et ces deux écopes en carbone, bien sûr, ce sont des accessoires qui ont été rajoutés par la suite. La grosse différence esthétique par rapport à une Elise, c'est bien sûr cet aileron qui est absolument magnifique, qui s'intègre parfaitement bien dans la ligne. Sur une Elise, vous avez sur la version standard un toit en espèce de toile. Là ici, c'est une pièce qui est amovible, mais aujourd'hui on la bougera pas, tout simplement parce que le démonter c'est compliqué. C'est pas comme avec une voiture, on va dire un décapotable normal où vous auriez juste quelques leviers à bouger. Là, il faut sortir la caisse à outils et pour démonter ce truc-là. Et en plus, bien sûr, la voiture est extrêmement petite. Vous avez aucun espace de rangement pour tout simplement pour le ranger. Donc aujourd'hui cette pièce va rester en place, mais c'est vrai qu'elle est amovible. Les autres particularités esthétiques de cette Exige par rapport à une Elise, vous avez, je vous l'ai dit, ce toit qui est donc rigide, et sur celui-ci vous avez ici juste au milieu une prise d'air. Sur cette version, la prise d'air est factice, elle ne sert à rien. Mais en fait, ça a été designé pour les versions avec un compresseur. Et sur les modèles, on va dire donc plus haut de gamme, vous aviez de l'air qui arrive par cette prise. Et vous voyez cette espèce de tunnel qui continue donc jusqu'à l'emplacement ici du moteur. On voit aussi que le moteur est parfaitement visible directement depuis l'extérieur. Il n'y a pas de vitre, c'est une espèce de grille, ce qui fait bien sûr que lorsqu'il pleut, tout arrive directement sur le moteur. Le propriétaire m'a dit que ce n'était pas un problème. On va ouvrir ce capot et voir un peu ce qu'il y a là-dessous. Nous voyons donc ce fameux moteur, donc là siglé Lotus. Je rappelle qu'à l'origine c'est un moteur de chez Toyota.
on a quelques modifications bien sûr qui ont été apportées afin de l'utiliser sans problème sur circuit. On a ici un récupérateur de vapeur d'huile. On a aussi une modification qui est invisible, c'est une espèce de segmentation du compartiment d'huile afin d'éviter que ça déjauge et de casser le moteur sur circuit. Alors j'ai normalement toute une liste de ce qui a été modifié, malheureusement je ne m'en souviens plus. Sachez globalement qu'il n'y a pas eu de modif pour augmenter réellement les performances, on est toujours avec la puissance à peu près d'origine. On a juste tout ce qu'il faut pour fiabiliser le moteur, pouvoir l'utiliser à son plein potentiel sur circuit sans risquer la casse ou d'autres problèmes du genre. On a après cette baie moteur un petit compartiment à bagages qui au final est surprenamment logeable. L'accès est lui relativement faible, mais vous pouvez voir que une fois à l'intérieur, ça prend quasiment tout l'arrière de la voiture, donc il y a de la place. Là il y a un sac à dos, vous voyez, dans le coin, donc il y a vraiment de quoi ranger des trucs. On a dans cette partie également l'emplacement pour la batterie. Donc là c'est une batterie plus petite que celle d'origine, afin une fois de plus de gagner du poids. Si je compare avec mon ancienne Toyota MR2, il y a largement plus de place dans le coffre. Le seul souci, c'est vraiment l'accès qui est tout petit. Et quand on continue, on arrive sur l'emplacement où il y a peut-être le plus de modifications, donc au niveau de l'échappement. Là, ce que vous voyez, ça n'a plus grand-chose à voir avec un modèle d'origine. On voit bien donc l'échappement juste ici, qui a été complètement modifié afin de respecter les réglementations sur circuit et non pas les réglementations sur la route. Donc contrairement à ce que certains peuvent penser, eh bien il y a des réglementations sur le bruit sur circuit. Donc le propriétaire me disait qu'il a fait installer cet échappement justement pour pas que ça gueule trop et que ce soit utilisable en compète sans problème. On a le diffuseur qui lui est d'origine et vous pouvez voir au loin toutes les modifs qui ont été faits sur les trains roulants et sur les suspensions. Là je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui a été modifié, mais globalement il n'y a plus grand chose d'origine. Alors concernant l'ouverture des portes, c'est un système assez atypique parce qu'en fait c'est un peu vieillot, on ne voit plus ça sur des voitures récentes. Vous pouvez voir que c'est donc ce bouton directement avec la serrure au milieu. Ça fait un peu penser aux voitures des années 80. La porte est elle un peu lourde par rapport à la voiture. On a petite particularité des catadioptres, vous voyez, sur l'intérieur des portes afin d'être visible lorsque vous les ouvrez. Sur des voitures on va dire standard, la plupart du temps vous avez une petite lampe qui s'allume en seuil de porte. Là visiblement pour gagner du poids ils ont juste mis un petit catadioptre. Et ensuite on arrive sur l'intérieur qui est extrêmement dépouillé. On peut voir que le seuil est extrêmement bas. Quand on regarde la voiture sur le côté, on a l'impression, de manière à peu près standard, que le sol devrait être à peu près à cette hauteur-là, alors qu'il est facilement 5-10 cm plus bas. On est vraiment assis par terre. Et pour rentrer, c'est assez difficile, vu que vous devez enjamber ce gros montant pour finir dans ces tout petits sièges baquets. Ce ne sont pas exactement les sièges d'origine, mais ce sont des sièges qui viennent d'une autre Lotus. Le propriétaire me disait qu'il a remplacé les sièges par ceux-ci parce qu'il trouve que ceux-là sont un peu plus confortables. Pour monter là-dedans, et c'est pas le plus dur d'en rentrer. À mon avis ça va être le plus dur, c'est de ressortir. Bon les amis, me voilà parti pour le test de cette Exige. Et je peux vous assurer que déjà tous mes repères sont complètement chamboulés. Avec ce harnais, je suis complètement bloqué dans le siège, je peux pas bouger. Le volant bien sûr n'est pas du tout réglable, c'est un volant qui est tout petit d'ailleurs. Il n'est pas démontable sur ce modèle là. Le propriétaire me disait que c'était disponible en option à l'époque chez Lotus. Les commandes au pied sont très dures, faut pas hésiter à appuyer sinon il se passe globalement rien du tout. Et moi qui suis déjà pas très grand, je me sens quand même assez à l'étroit dans cette voiture.
Donc j'imagine même pas quelqu'un de grande taille, ça doit vraiment faire bizarre. Pour l'instant en ville, je suis assez surpris. Le bruit de l'échappement n'est pas trop fort. C'est parfaitement convenable, hein. Ça fait même pas d'explosion ni vraiment un bruit très sport. En même temps, c'est vrai que je suis à très bas régime actuellement. La visibilité sur ce qui nous entoure est plutôt bonne, contrairement à ce qu'on peut penser. La visibilité, du moins vers l'avant, est assez bonne. Alors autant la visibilité vers l'avant est plutôt bonne, celle vers l'arrière est quasi inexistante. C'est d'ailleurs pour ça que le propriétaire a rajouté une caméra. Donc la caméra, normalement, c'est juste une petite caméra qui s'enclenche quand on met la marche arrière. Mais là, il l'a modifiée afin qu'elle soit en permanence allumée. Ça remplace le rétro central qui a été supprimé tout simplement parce qu'il me disait, le propriétaire, qu'on voit rien du tout d'origine dedans. Les deux rétros sur les côtés, vous pouvez le voir, ils sont très écartés de la carrosserie tout simplement parce que avec le galbe des ailes à l'arrière, déjà, on voit pas grand chose là. Je vois énormément les ailes arrière. Je vois pas forcément très bien ce qui se passe derrière. Et le propriétaire me disait que c'était justement un problème. La visibilité vers l'arrière est très limitée. Avec une voiture en configuration anglaise sur la route, on se retrouve quand même parfois dans des situations où la prise d'info est vraiment compliquée, quoi. Alors, la boîte de vitesse est bien ferme. D'ailleurs, le truc qui est atypique avec cette voiture, c'est on voit tout le mécanisme de la boîte de vitesse, mécanisme qui a été remplacé et renforcé par des pièces, on va dire, plus haut de gamme, parce que le propriétaire me disait que d'origine, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Là, actuellement, ça a été remplacé et renforcé afin que même en usage piste, il n'y ait pas de problème. Et en plus, le cache qui normalement obstrue la visibilité sur tout le mécanisme, et il a été supprimé. Vous pouvez le voir, on voit le mécanisme. Ça donne un côté haut de gamme et vraiment voiture de course que je trouve intéressant. Donc les suspensions sur cette voiture ont été spécialement réglées afin que la voiture soit efficace sur le circuit du Nürburgring en Allemagne. Et pour l'instant, ce setup, je le trouve vraiment agréable parce que même sur des routes pas forcément très bien entretenues, c'est ferme bien sûr, mais c'est plutôt agréable en fait. On n'a pas le dos complètement pété comme on pourrait l'imaginer venant d'une bagnole préparée clairement pour la piste. Allez, on accélère un peu. On le sent que la voiture est légère, hein, parce que on accélère à peine, même sans monter dans les tours, et tout de suite, elle prend de la vitesse quand même beaucoup plus vite qu'une voiture classique, hein. Alors par contre, ce freinage de dingue. Oh là là. Alors le freinage a été modifié également, hein. On a encore les étriers d'origine, mais les disques c'est des AP Racing, et je crois que les plaquettes ça doit être du Carbon Lorraine. C'est surprenant, hein. On a une excellente sensibilité et ça freine, ça cloue sur place la bagnole. C'est vraiment génial. On est revenu sur la même route que j'utilise habituellement pour tester les capacités d'accélération. On va essayer de faire un genre de 0 à 100. C'est une voiture anglaise, donc forcément le compteur est gradué en miles et également en km/h, mais le km/h c'est écrit très petit. Donc ne m'en veuillez pas si j'ai un peu de mal à voir à quel moment j'arrive à 100. Je découvre la voiture, donc ne m'en veuillez pas une fois de plus si je fais un temps un peu pourri. C'est juste pour expérimenter les sensations de ce petit bolide. Allez, on est parti, let's go. Stop. Oh. Et je freine. Eh ben les amis, ça pousse. Oh putain, ça pousse violent. Jamais j'aurais imaginé que ce moteur de chez Toyota pouvait avoir une patate pareille. C'est très loin des sensations que j'avais dans ma Toyota MR qui partageait à peu près le même moteur, mais en version 140 chevaux. Alors, on va faire un petit demi-tour. Donc, il n'y a pas de direction assistée, je le rappelle. Donc, il faut que j'insiste. Voyons l'angle de braquage. Ouais, bien la voiture est toute petite, mais malheureusement, l'angle de braquage est quand même loin d'être terrible. Je suis obligé de faire une marche arrière. Donc tout à l'heure, je suis arrivé à 100 en fond de deuxième, hein. Ça marche tellement bien. Allez, on est reparti, on se refait une petite accèle.
freinage et tous les réglages de mes caméras qui ont dû partir dans tous les sens. Le propriétaire me disait que le moteur, selon lui, il avait le comportement un petit peu du moteur d'une S2000. C'est bien mieux que sur une S2000. Après, c'est surtout parce que la voiture est beaucoup plus légère. D'origine, c'est une voiture qui est donnée pour un peu moins de 900 kg, je crois, 880 quelque chose. Et là, le propriétaire, avec toutes les améliorations qu'il a fait dessus, il me disait qu'il était arrivé à environ 830. Donc c'est vraiment bien, parce que sur une voiture déjà légère comme ça, réussir à baisser le poids, c'est compliqué. Il a tout viré en fait, hein, tout ce qui était insonorisation et tout ce qui était inutile. Le seul truc entre guillemets inutile qui reste, c'est actuellement l'autoradio et il reste également deux haut-parleurs. C'est très certainement le seul truc inutile qu'il y a encore dans cette voiture. Et il me disait qu'en fait il l'avait gardé essentiellement pour conserver une alimentation sur son smartphone lorsqu'il l'utilise. Bon, sur des pavés, ça se comporte plutôt bien, hein. C'est sûr que ça remonte un peu les vibrations dans le volant, mais c'est ferme juste comme j'aime sur une voiture de sport, hein. Un petit Dodan classique. Sur un Dodan qui est aux normes, il n'y a pas de problème, hein. Même avec la lame avant en carbone, ça touche pas, quoi. Allez, j'accélère fort. Oh là là. On va pas tenter la voiture sur l'autoroute vu que ça n'a globalement aucun intérêt. On va plutôt refaire un petit coup de virage. Et malheureusement, je vais être obligé d'écourter le test parce que il fait trop chaud. Mes caméras sont tout le temps en train de se couper. Franchement, la voiture, elle est rivée au sol. J'imagine même pas les limites en fait de cette voiture. Je roule beaucoup plus fort que ce que j'ai pu faire avec quasiment n'importe quelle voiture que j'ai pu tester ici. Et à aucun moment j'ai l'impression d'être ne serait-ce qu'à la moitié des capacités de la voiture. C'est juste du délire. Et ce freinage, wow! Je trouve même pas les mots pour qualifier ce bolide. Le moteur est loin d'être ce qu'il y a de plus sensationnel, hein. Franchement, le moteur, c'est pas ce que je préfère sur cette voiture. Il est bien, la voiture est légère, donc ça le fait, mais c'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est la tenue de route, la précision de la voiture. Les suspensions sont exceptionnelles. Franchement, il y a rien à reprocher à ces suspensions. Je suis clairement fan. Après, le problème d'une voiture comme ça, c'est le prix. Ça coûte quand même assez cher. On est sur une machine, même en configuration anglaise comme aujourd'hui, qui cote dans les 30 000 €. Donc c'est pas donné. Je rappelle que cette voiture est actuellement avec le moteur le moins puissant proposé à l'époque. On avait après des versions avec un compresseur qui montait à 220, 240 et même 260 chevaux si je me souviens bien. Ça doit être encore plus délirant. Mais déjà, pour réussir à maîtriser cette voiture, pour exploiter totalement les 200 chevaux qui sont dedans, il va falloir prendre des cours de pilotage. Là, moi, je ne les maîtrise pas du tout. Au final, moi je suis tellement fan de ces suspensions que je pense que je pourrais m'accommoder de cette bagnole même au quotidien. Il y a un coffre qui est suffisamment grand pour moi. Donc concernant le coffre, on a un petit logo qui nous rappelle qu'il ne faut pas non plus trop le charger, hein, c'est pas un break. Visiblement, si on met trop de poids à l'arrière, ça peut nuire à l'équilibre de la voiture. Bon, je pense pas que tout va casser, mais c'est limité à 50 kg, ce qui au final est quand même assez élevé vu la taille du coffre. Le moteur ne consomme pas trop, le propriétaire me disait qu'en roulant normalement on est aux alentours de 8 litres au 100, ce qui est à peu près la consommation que j'avais sur ma MR.
Donc clairement, c'est une voiture que j'affectionne. Les soucis, par contre, au quotidien, ce serait l'accessibilité à l'intérieur. C'est vraiment pas facile, surtout si vous prenez des passagers avec des harnais comme ça, c'est une galère, faut les régler à chaque fois que quelqu'un de différent monte dedans. Et sinon, j'adore vraiment cette bagnole. Bon les amis, je vais rendre cette voiture à son propriétaire. Je le remercie encore d'être venu jusqu'ici afin que je puisse la tester. Je tiens d'ailleurs à repréciser que tous les tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'un de vos véhicules, que ce soit voiture ou moto, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Moi je suis en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous êtes également le possesseur d'une de ces petites Lotus, dites-nous pourquoi vous avez choisi ce modèle, quelles sont les modifications que vous avez pu apporter. Et ce sera très intéressant de pouvoir lire justement les retours d'expérience des vrais propriétaires de ces machines. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager sur les réseaux sociaux. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, V à tous! Les harnais, c'est un truc de fou quand même, hein. Et je comprends que sur circuit ce soit indispensable parce qu'avec la patate de freinage que vous avez sur cette bagnole, s'il n'y avait pas vraiment de quoi vous maintenir, vous seriez la tête dans le volant, voire dans le pare-brise à chaque freinage.